aux hommes d'affaires, il faut vous fréquenter, mais ne faites pas de guerre. Et là où il y a des hommes d'affaires baniékés, ils disaient aux hommes d'affaires nordistes de ne pas aller. Là où il y a des hommes d'affaires nordistes, ils disaient aux baniékés, vous n'allez pas. Mais vous faites un syndicat, vous vous connaissez. Chaque année, il organisait une fête, il invitait tous les opérateurs économiques. Il dit, parlez-vous, faites des échanges, discutez, etc. Faites des innovations. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais une deuxième question, s'il vous plaît. C'est concernant Odon, je ne sais pas si je prononce bien, Odondon, qui avait volé, celui qui avait volé environ 52 milliards. Et lors de son procès, il avait dit notamment que c'était un détournement de fonds lié à la première dame par le biais du CERAC. Je ne sais pas si on pouvait en savoir un peu plus sur ce dossier-là également. Mais tout à fait. D'abord, il n'a rien volé. Vous voyez comment le régime de Biya est... Odondon était comme une lessiveuse. On l'a mis là pour servir de lessiveuse. Il a fait une faute parce que il a mis le CERAC et puis quand le président voyage, on lui dit, bon voilà, vous faites la valise au chef de l'État. Quand on dit vous faites la valise au chef de l'État, c'est quoi? Vous lui remplissez la malle, c'est les zéros, les dollars et tout ça. Vous lisez un rapport, c'est Wikileaks qui a éventré ça, où le département d'État américain dit que Paul Biya confond son argent, l'argent du Cameroun avec son argent de poche. Et je cite des mémoires, il voyage avec des valises au bureau de cash pour faire le plein du kérosène de ses avions. Et si vous cherchez, s'il y avait une enquête demain, vous n'allez rien trouver au nom de Paul Biya. C'est l'homme le plus riche d'Afrique centrale, suivi par Kagame. Si vous faites une enquête aujourd'hui, vous n'allez rien. Si elle dit vous portez plainte à Biya, nous sommes dans un état transparent, vous amenez Biya au tribunal, vous n'allez rien trouver à son nom. La seule chose que vous allez trouver à son nom, c'est son palais, c'est ses plantations d'ananas et d'EVA. Et vous n'allez rien trouver en Occident, il n'a pas de maison. Il y a des maisons, mais ça ne porte pas son nom. Il n'y a rien à son nom, les gens font des choses pour lui. Donc, quand il va vous punir, il vous punit. Gérard Odondon n'a rien volé. Gérard Odondon a été victime, il a été pris entre l'enclume et le marteau. Chantal Biya a fait une fugue. Elle est partie avec à peu près 1 600 000 €. Donc Biya, c'est bon, il connaît la cadence dépensière de sa femme, il sait combien de temps ça va durer, elle va revenir. Elle a fait pratiquement 6 mois. Donc quand il mène les enquêtes, Gérard Odondon lui a envoyé de l'argent, Mendoza lui a envoyé de l'argent. Donc quand on arrête Mendoza, ce n'est pas parce qu'il a volé. Quand on arrête Gérard Odondon, ce n'est pas parce qu'il a volé. C'est parce qu'il s'est mêlé des histoires du couple présidentiel. Ok. Ah ouais. Je complète votre question. Vous avez posé une excellente question. Si vous prenez Pierre-Désiré Ngo, Pierre-Désiré Ngo, on l'arrête pourquoi? Il n'a pas volé. Mais on veut faire ce qu'on appelle la récapitalisation, comment on appelle ça, du CNPS. Je vous ai dit que le CNPS avait beaucoup d'argent. À un moment, on avait tout bouffé. On avait un ministre de l'économie et des finances qui s'appelait Akame Fumu, Edouard Akame Fumu. On ne peut pas payer les fonctionnaires. Donc, ils prennent l'argent de la CNPS pour payer les fonctionnaires. Ce n'est pas la fonction de la CNPS. Donc, quand les papas retraités viennent, souvent ils viennent la veille. Ils dorment avec les sacs de couchage au bas du truc. Ils se disent, bon, quand on me paye, je ne parle que de venir. Le matin, on ne peut pas les payer. On commence à les chasser avec l'eau salée. Les papas se mettent à pleurer. Ils font des chansons funèbres. Donc, Désiré Ngo, lui, on va le prendre dans ce truc. Lui, il n'a pas volé l'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Paul Biya n'arrête pas les gens pour rien. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il est de Bolova, il est natif de Bolova. Et il a compris que les Camerounais ne connaissaient pas leur histoire. Et il veut rendre hommage à Paul-Marie Samba, Paul Martin Samba. Paul Martin Samba est mort le même jour que Douala Mangabel, le 8 août 1914. Douala Mangabel a été pendu, mais Paul Martin Samba, lui, il a été fusillé, un machin par les Allemands. Donc, c'est un nationaliste. Donc, il veut lui rendre hommage. Donc, il fait une fondation. Donc, le même jour, il invite le sultan de Bamou, tous les chefs traditionnels. Mais pour Paul Biya, si vous êtes dans la tête de Paul Biya, parce que Paul Biya, quand vous l'appelez Nongi, vous riez. Lui, il ne rit pas. Il prend ça très, très au sérieux. Parce que Paul Biya, il pense qu'il est le roi de tous les Camerounais. C'est pour ça qu'il ne quittera jamais le pouvoir de lui-même. Parce que dans sa tête, il pense que, un, il est immortel, de deux,
il est le roi, qu'on lui a donné le Cameroun en cadeau. Donc, quand on lui dit que quelqu'un a invité les chefs traditionnels, il dit, mais donc tu veux ma place? C'est comme ça qu'on arrête de désirer un mot. Ah ouais. J'ai une dernière question, s'il te plaît. Merci beaucoup pour les réponses. Au fait, il y a un commissaire, son nom m'échappe, qui a fait des vidéos, des sorties dernièrement sur YouTube, qui ont beaucoup parlé. Il expliquait comme quoi, notamment son mandat... Ouais, Albert Béné, merci beaucoup. Que le mandat de 2018, notamment, avait été pris par Paul Biya, notamment pour l'offrir à Chantal Biya. Notamment que Paul Biya ne gérait plus rien et que c'était pour les caprices de Chantal Biya qu'il avait donné et que c'est même Chantal Biya, en gros, qui occupe la fonction de Madame la Présidence actuellement, qui nomme à part quelques fonctions clés où Paul Biya a mis ses hommes, mais que c'est Chantal Biya qui nomme les ministres et tout. C'est vrai? Qu'elle est un peu... Non, c'est vrai, gardez le micro. C'est vrai parce que si vous lisez les rapports du département d'État, Biya, en public, il appelle sa femme Madame la Présidente. C'est elle, sinon, vous voyez, Mbongo, il a battu le record passé au secrétariat général de la présidence. C'est Chantal Biya qui a refusé parce qu'à un moment, Biya, il a quand même eu des remords puisque son fils a été sauvé par le fils de Mendoza. Donc Biya, il a eu un peu de remords. Nous avons commencé à faire du bruit sur les réseaux sociaux. Biya a demandé, Chantal Biya dit qu'il crève. Il ira nulle part. Pas d'évacuation sanitaire. C'est elle qui gouverne le Cameroun. Voilà, votre information est excellente. C'est elle. Attends, mais un monsieur de 92 ans, s'il a 2 heures de lucidité par jour, c'est un miracle. Quelqu'un même qui ne peut pas faire pipi de lui-même. Je vais vous raconter une anecdote, le boy, parce que vous avez posé une question intéressante. Un jour, c'était un sommet international. Et Biya, Jacques Chirac, il est avec Michel Dupuche. Et Michel Dupuche a été ambassadeur longtemps de France en Côte d'Ivoire et il était monsieur Élysée, affaires africaines. Donc, Chirac interpelle Biya. Il lui dit, mais Paul, tu ne m'appelles jamais et tu ne retournes jamais mes appels. Alors, comme d'habitude, Biya botte en touche. Oh, ben tu sais, Jacques, les 2 hommes se tutoient. Oh, mais tu sais, Jacques, je suis souvent au village et là-bas, il n'y a pas de raison. Et quand Biya tourne le dos, Chirac s'adresse à Michel Dupuche. Il lui dit, mais comment fait-il pour arriver à diriger un peuple aussi complexe en s'y mettant si peu? Parce que la réalité, c'est que Biya ne gouverne pas le Cameroun. Si vous lisez les mémoires de Jacques Faucard, il dit, Biya... lorsque j'allais à Yaoundé voir Aïdjo, je faisais toujours une petite visite de courtoisie à Paul Biya, mais il était manifeste qu'il ne suivait pas les dossiers. Et moi, je m'étais dit que Aïdjo l'avait mis là-bas parce que c'était quelqu'un de très peu d'envergure, et que le moment venu d'organiser véritablement sa succession, il mettait quelqu'un d'autre. Il dit, eh bien, je m'étais trompé. Et il dit, Paul Biya se maintient au pouvoir en sémant la zizanie au sein de l'opposition avec de l'argent et la force armée. Il dit voilà, vous avez des gens qui apprennent que le président camerounais est à Paris, ils vont le voir, on dit non, le président ne reçoit pas des gens là-bas, machin, venez au Cameroun. Bon, le type, il prend l'avion, il va au Cameroun, il descend au Hilton. Il attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il a déjà dépensé 2 milliards de francs CFA. Il ne voit pas Biya, il rentre à Paris, les gars lui disent mais va à Abidjan. Il arrive à Abidjan, Alassane Ouattara vient le chercher à l'aéroport. Dès le lendemain, 9h, son truc est opérationnel. Voilà. Mais nous, on a un Dieu. C'est quelqu'un, c'est un Dieu. Il ne daigne pas voir les gens. Comment vous allez développer un pays comme ça? Je vais poser... pardon, j'ai tellement de questions. Non, je sais pas si... je peux rester sur le panel. Je sais que... Une question. Ok. À la demande de cette chose, en fait, ma dernière question, c'est pour être un peu pragmatique. Moi, je suis économiste de formation et notamment, je vois que Monsieur Biya, il a créé ce qu'on appelle l'économie, un équilibre de Nash, c'est-à-dire que un équilibre dont l'individu lambda, sa position dépend de la position de l'autre. C'est-à-dire qu'il a nommé tellement des incompétents qui brisent, notamment qui se gavent de ces positions de pouvoir et de détournement de fonds. Et ces individus-là, malheureusement, il est impossible, pour moi, je dis bien impossible, de manière rationnelle, hein,
que ces individus lâchent le pouvoir s'il n'y a pas la contrainte du peuple, notamment, qui peut même les empêcher de perdre leur vie. Qui peut même leur pousser justement à perdre leur vie autant pour moi. Ma question, c'est aujourd'hui, de manière rationnelle, quelle est la stratégie que le peuple camerounais pourra mettre en place pour faire partie de ce régime, parce qu'on sait tous, malheureusement, quand on voit les nominations du Conseil constitutionnel, quand on voit la violation de la loi, quand on voit tout ce qui se passe, et de manière rationnelle, quand on voit par exemple quelqu'un comme Eric Essousset, il sait que si demain Maurice Kamto est là, son poste il va chuter. On voit Clément Tangana également. Bon, en fait, on a des individus qui ne jouent que par Biya. Ils savent que leur poste ne dépend que de Biya. Et de manière rationnelle, malheureusement, à 90%, ou je dirais même 100%, ces individus-là vont forcément mettre, peu importe le résultat du vote, peut-être désigner Biya. Qu'est-ce que le peuple peut faire justement pour renverser la tendance? Alors, vous posez une question pertinente. Sauf que, je vous parlais d'économie saisonnière en Scandinavie, on va y convoquer la métaphore d'économie fragile ou saisonnière. Mais dans le fond, c'est une économie du ventre. C'est-à-dire, on vous tient avec ça. Ouais. Voilà. Ouais. Mais la question que vous posez, j'ai la réponse, mais je ne réponds pas pour des raisons stratégiques. Okay. Parce que nous allons aux élections en octobre. Vous êtes en train de m'obliger à vous déployer le plan B. Non, c'est juste parce que quand on voit par exemple ce qui s'est passé au Nord, au Grand Nord dernièrement, justement, il y a eu des vidéos qui ont fuité, dans lesquelles notamment il y a un ponte du régime, notamment responsable du comité central du RDPC, qui a rempli au sein de son domicile 4 bureaux de vote où il inscrit les gens et les fait voter. Au fait, c'est-à-dire qu'il y a tellement de techniques de fraude, la liste électorale qui n'est pas publiée. On a nommé dernièrement la femme, une responsable du comité central, sénateur du RDPC, encore parmi le comité central du RDPC. Bon, tous ces aspects-là nous poussent parfois à se dire, mais qu'est-ce qu'on pourra faire? On va faire des choses. D'abord, nous, à Londres, le 26 avril, nous avons une réunion avec toutes les branches. On a nos frères anglophones. Parmi eux, il y a les fédéralistes, il y a les sécessionnistes, il y a toutes les branches. Vous avez même la base dedans. Je serai le modérateur. Ce que vous dites là, ça me plaît que vous en parliez. Et j'aimerais que tous les Camerounais aient la même conscience que vous. Mais nous avons appris de nos erreurs et égarements de 2018. En 7 ans, nous avons appris beaucoup de choses. On va faire une chose à la fois. On ne vient pas en public dévoiler, déployer ces stratégies à l'ennemi. Mais je suis conscient que vous en soyez, mais sachez que vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de Camerounais, les plus jeunes. Moi, c'est ça qui m'impressionne, j'ai des larmes aux yeux. Et nous, les gens de mon âge, j'ai envie de demander pardon aux plus jeunes. Parce que nous vous avons laissé tomber. Parce que si nous nous étions comportés comme vous, comment vous réfléchissez aujourd'hui, ce type n'allait pas passer 43 ans. Donc nous, vos aînés, nous avons honte et on vous demande pardon. Parce que nous avons failli à notre rôle de guide, de vous guider. Mais c'est vous, les enfants, qui venez aujourd'hui nous bousculer un peu et nous vous suivons. Mais le boy, rassurez-vous, ça ne va pas se passer comme ça s'est passé en 2018. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. L'Europiana également, merci pour ce genre. C'est tellement édifiant et bon, je vais rester en bas et peut-être je pourrai remonter après. En tout cas, merci et on se dit à la prochaine. Okay. Tout de suite. TikTok suite. Bonsoir. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Monsieur Jean-Pierre Dupont. Vraiment merci pour ce live. C'est je suis resté scotché, passionné par tout ce que vous avez dit. Je suis comme le monsieur qui sort de la caverne et qui se rend compte qu'il y avait un autre paysage beaucoup plus lumineux hors de cette caverne et que jusqu'ici on n'en avait que le reflet sur lequel nous nous battions, et pourtant notre Cameroun était un pays flamboyant, merveilleux. Vous convoquez Platon. Exactement.
Exactement, Jean-Pierre. Nous sommes vraiment en plein là-dedans. Et je loue l'initiative de l'Euro, je loue également votre volonté de venir sur des lives comme ceci pour vulgariser cette connaissance, vulgariser ces anecdotes, ces éléments qui nous donnent d'en savoir davantage sur notre pays. C'est vrai, nous sommes occupés à chercher le pain quotidien pour notre petite famille, à nous débattre, à s'en sortir dans ce marasme. Et on n'a pas toujours le temps, même le réflexe de s'instruire profondément sur ces délicates choses qui nous permettront d'avoir une meilleure fierté pour notre nation. J'ai d'innombrables questions qui me sont montées au fur et à mesure des échanges, mais je vais me limiter à 2, Laurent, pour ne pas monopoliser l'antenne et permettre à d'autres patriotes et frères comme moi de poser des questions. Jean-Pierre, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'ancien président Amadou Ahidjo, vous nous l'avez dit, a construit, ou alors a commencé à construire un pays. Et moi, petite parenthèse, je suis passionné par l'administration. Et vous nous avez donné de savoir qu'il a travaillé à créer une administration, que ce soit une administration publique ou même une administration privée, avec les différentes entreprises privées qui ont été mises en place, solide, de manière à pouvoir créer de la richesse, de manière à pouvoir créer de la valeur ajoutée, que ce soit dans le service public, les travaux publics tels que vous le décriviez, l'accompagnement des Camerounais, les bourses qui sont mises à la disposition des uns et des autres, la conscience professionnelle que les uns et les autres avaient dans les tâches qu'ils réalisaient, que ce soit dans l'extrême nord du Cameroun ou même dans les profondeurs de l'ouest de notre pays. Et il y avait cette conscience des administratifs, certes de jeunes administratifs, mais des administratifs quand même qui faisaient bien le travail. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en moins d'une décennie, tout se soit complètement cassé, tout est pété autant, au point où toute cette administration flamboyante qui portait le pays dans ses différentes tâches se soit cassé la figure, que ce soit au niveau du public que du privé, pour qu'on en soit arrivé là? C'est ma première question. Très bien. Question très pertinente. Il s'est passé plusieurs choses. Mais lorsque Ahidjo remet le pouvoir, déjà quand Ahidjo était au pouvoir, il y avait des gens qui se moquaient de lui. On disait qu'il n'avait pas fait les grandes études, mais Ahidjo était un homme très cultivé. Il avait pratiquement tout lu. Et il était curieux du savoir. Mais il n'avait pas comme en Guinée, parce que Sékou Touré en Guinée, qui avait également le certificat d'études, avait développé un complexe d'infériorité. Et il avait anéanti tous ceux qui avaient le savoir, tous ceux qui avaient de la famille, ceux qui avaient un nom. Il a supprimé tous les chefferies traditionnelles. Il a éliminé tous les commerçants. Ahidjo, lui, il avait pris les choses, il avait fait les actes contraires. Ahidjo s'était entouré des meilleurs. Et même quand Castor Osande Afana trouve la mort, Ahidjo avait demandé qu'on le lui amène vivant. Il a été tué accidentellement parce qu'ayant perdu ses lunettes, etc., on l'a mépris pour quelqu'un d'autre. Mais la démarche d'Ahidjo, même à Wendy, le but était que Wendy le réintègre, etc. Donc, jusqu'à la fin. Et il a été très fasciné par l'UPC. Quand vous voyez son parti UNC et UPC, il n'y a que la lettre P ou la lettre N qui les diffère. Donc, il était entouré de meilleurs. Et il a beaucoup appris. Mais le problème est à quel niveau? Les gens d'André Marimbida, ou les sudistes globalement, ont mal digéré que Ahidjo est comploté avec le gouverneur Ramadier pour enlever André Marimbida. Ça, c'est bien. Alors, de deux, il y a des gens qui disaient, voilà, c'est notre tour. C'est-à-dire dans une logique tribale. C'est notre tour pour manger, etc. Mais en faisant cela, ils n'ont pas tenu compte de certains piliers. André Marie, comment on l'appelle, Samuel Lebois dans ses mémoires, dit que il y a des gens qui ont des rapports compliqués avec l'argent. Il a donné l'exemple de Bamileke et de Sawa. Lui, il était Sawa. Samuel Lebois, il était de Melon, ou de Mankwa, quelque part là-bas. Et il donne l'exemple. Il dit, voilà, le président Ahidjo donne de l'argent aux gens parce que, qu'est-ce qu'il veut?
il veut petit à petit pousser hors du Cameroun la bourgeoisie non camerounaise en leur donnant des dédommagements. Il y avait beaucoup de Béninois au Cameroun qui tenaient des choses, mais Ahidjo ne va pas créer un incident diplomatique, il va les pousser dehors et les remplacer par des Camerounais. Mais le problème, c'est que les Sawa, la plupart des Sawa à qui on donnait de l'argent, leur rêve, c'était d'aller vivre en France. Mais quand vous allez en France et que ça se passe mal, et tu reviens et tu veux reprendre ton terrain que tu avais déjà vendu, et il y a de l'argent que l'État t'avait prêté et que tu dois rembourser. Beaucoup de gens sont allés en prison comme ça à l'époque. Donc, on a ces faits-là. Mais maintenant, le Bamileke, qui mange le tapioca avec le sucre et de l'eau et il dort, et il garde son argent. Et moi, j'ai un Bamileke à Foumbal, on lui a donné une ordonnance, je ne sais pas moi, 2500, il n'a pas payé, il a préféré mourir avec son argent sur lui. C'est une anecdote. Mais donc, le gars, il reste, il investit, il fait des choses. Mais ça va créer des jalousies, parce que faire le commerce, c'est une culture. Il y a une discipline, il y a une méthodologie. Il ne suffit pas qu'on te donne de l'argent pour que tu deviennes un homme d'affaires. C'est un apprentissage. Donc, ça va créer des frustrations. Donc, quand Ahidjo s'en va, les nordistes et les Bamileke sont perçus comme des gens ayant profité du système. Donc, tu m'as parlé de faux billets tout à l'heure. Mais ce dont tu devais me parler, on peut parler des faux billets, mais ce dont tu devais me parler, c'est de l'argent, les billets de banque portant l'effigie d'Ahidjo. Biya va demander qu'on ramène cet argent, et si tu ramènes 4 millions, par exemple, si tu ramènes, disons, 50 millions, on t'en donne 10. Mais si tu ne ramènes pas cet argent, ça n'a plus de valeur. Parce qu'on a créé une monnaie avec l'effigie de Biya. Il y a des gens qui vont se suicider au nord. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais allusion, parce que sur Ahidjo, il n'y a pas eu de faux billets. Donc, on a créé une situation où vous avez des hommes d'affaires du Nord qui sont des hommes d'affaires naturellement. Vous avez des hommes d'affaires d'Amérique qui le sont de façon naturelle. Et quand Biya arrive au pouvoir, pour calmer ses frères, qui vont lui dire c'est notre tour, il va leur donner de l'argent, les banques vont fermer, mais cet argent ne va pas aller dans les affaires. Comme leurs affaires n'ont pas marché, c'est le Bamileke qui a saboté. Parce qu'il y a des Bamileke qui préfèrent détruire leur huile plutôt que de le vendre au prix que propose l'État. En économie, c'est faisable. Tu ne m'obliges pas de te vendre ma chose, et quand je te vends ma chose, je vais te le payer. Donc on a ça. Et les gens vont commencer à piller les banques. Ahidjo avait fait quoi? L'ONCPB, plein de petites sociétés parapluées. Tout ça va disparaître. Ça me rappelle le Zaïre de Mobutu. Lorsque Mobutu a dit zaïrisation, on a chassé les Belges, on a pris leur compagnie, on a distribué aux amis de Mobutu. C'est la même chose qui s'est passé sous Biya. Donc du jour au lendemain, mais ils ne savent pas qu'il n'y a pas un argent qui tombe du ciel. L'argent, quel que soit l'argent que tu le trouves, il vient, il a une provenance. Et donc, 86, 87, on va basculer. Mais ça va s'aggraver, parce que ça va coïncider avec la chute du coût des matières premières à hauteur de pratiquement 60%. Mais on va coupler ça avec la dépréciation du dollar à hauteur de 40%. Donc le Cameroun tombe dans un truc qu'il n'a jamais connu. Donc du jour au lendemain, les fondamentaux sont partis. L'argent, les réserves qu'on avait à la CNPS, ça va fondre comme neige au soleil. Quand Ahidjo apprend que les fonctionnaires ne sont pas payés depuis 6 mois, ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce que nous leur avions laissé. Donc du jour au lendemain, tout va foutre le camp. Les fondamentaux du pays, ça va toucher tous les secteurs. La qualité de l'éducation, la qualité des soins, les infirmiers ne sont pas payés, les institutions ne sont pas payées, la formation, la qualité de la formation se détériore. On commence à vendre des choses, on vend les médicaments dans les hôpitaux pour aller les vendre au quartier. On ne respecte rien. C'est-à-dire que tout ce qui avait été fondé, quelqu'un me parle de Fonadé, excellent exemple, on prêtait de l'argent aux Camerounais pour construire. Et puis, je ne sais pas si vous, les jeunes, vous savez ça. Un couple qui vient de se marier. Le crédit foncier, je crois. Merci, excellent. Voilà, il y avait tout cela. Il y avait des facilités. Et les gens qui se mariaient nouvellement, l'État leur apportait une petite aide
si vous ne vouliez pas aller dans l'administration, vous commenciez une affaire, l'État vous donnait un petit dépôt et ça vous aidait à obtenir des prêts bancaires. Voilà, mais par quoi est-ce qu'on va commencer? Biya est venu faire un véritable travail de démolition parce que lui, on le tenait en chantage. Les premiers jours, il est bien disposé et les Camerounais ont en son endroit un préjugé favorable. Il recrute des gens, mais il fait l'horreur. Parce que quand il commence à lui écrire, il recrute plus d'1,5 million personnes à la fonction publique. Aïdjo lui dit, on ne crée pas du travail à la fonction publique. Ce sont des consommateurs, ils ne produisent rien. Si tu veux qu'on développe une économie, ça se fait dans le privé et ça se fait dans les entreprises. C'est eux que tu dois stimuler et tes licenciés que tu recrutes là, eux, ils peuvent les recruter. Mais ne les recrutent pas parce qu'ils viennent alourdir la masse salariale de la fonction publique. Donc il n'en a fait qu'à sa tête. Et à un moment, les gens vont lui dire, écoute, il faut que tu t'émancipes de la tutelle, de la lourde férule de ce Wadjo. Souvenez-vous, Aïdjo avait été réélu en 1980 pour 5 ans. Il démissionne en cours de mandat en 82, Biya est le dauphin. Donc Biya est sur l'intérim. Donc la prochaine élection présidentielle est prévue pour 1985. Les gars lui disent non, il faut organiser une élection anticipée. Donc elle a lieu en janvier 84, il gagne. Alors on parle de coup d'État. Les loyalistes, l'armée lui dit, c'est nous qui te garantissons ton pouvoir. Et nous, tes frères, nous sommes le Parlement, et puis toi, tu es l'exécutif. Donc pas question que ce Wadjo, parce qu'Aïdjo veut revenir pour faire un congrès à la faveur duquel il va lui remettre la présidence du parti unique, l'UNC. Les Joseph Bourgouna disent, pas question, ce Wadjo ne revient pas ici, il reste là-bas. Pas question que tu vas donner quelque chose aux Bamileke parce qu'ils sont déjà des commerçants et tout. Et puis eux aussi, il faut que nous aussi on fasse des affaires. Voilà, il ne faut pas laisser les Bamileke, machin. Mais on leur a donné de l'argent. Donc à un moment, Biya est mal. Biya se dit, ah bon, donc vous voulez me braquer contre les Camerounais pour qu'on vienne m'enlever? Ils ramènent Fauchivé. C'est eux qui ont fait partie Fauchivé. Mais quand Biya ramène Fauchivé, il dit à Fauchivé, je ne t'amène pas pour t'occuper de ma sécurité. J'ai organisé. Je t'amène pour que tu t'occupes de l'aspect économique, les crimes économiques. Et je te demande d'aller enquêter chez les miens. Parce que c'est eux qui foutent le truc. Regardez les gens de l'opération Épervier. Regardez d'où ils viennent. Et vous allez apprécier. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question tout de suite. Oui, pleinement. En fait, ce sont des erreurs managériales profondes, c'est-à-dire des vagues de recrutement, parce que vous avez parlé du recrutement d'1 million de fonctionnaires. Je sais que par la suite, 1,5 million, et par la suite, il y a eu plusieurs autres vagues de recrutement de fonctionnaires pareils, des recrutements qui étaient teintés de ce faux truc qu'on appelle l'équilibre régional et qui permettait d'aller chercher dans des localités qui lui seront peut-être électoralement favorables des personnes qui va installer à des fonctions qui n'avaient rien à faire, des gens qui n'avaient pas de bureau, qui n'avaient même pas de cahier de charges précis qui occupaient des postes dans la fonction publique. Moi, je comprends un peu mieux. Maintenant, je comprends également que la logique tribale est celle qui a prévalu dans la plupart des politiques que ce chef de l'État a mené jusqu'ici. Mais ce que je voudrais savoir, d'après vous, aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui sont là et qui sont en train de s'organiser pour prendre la suite après lui, quelle est la logique qui prévaut le plus entre la tribalité et la fraternité, l'appartenance au cercle ésotérique, la franc-maçonnerie et autres? Quel est le lien qui est le plus fort? Et peut-être qu'il faudra casser profondément lorsqu'il s'agira pour nous autres de prendre les affaires. Question très pertinente, mais en préambule, je pars du postulat selon lequel quand Paul Biya partira, ce machin va disparaître avec lui. C'est la même chose qu'on a vu aux Zaïre de Mobutu avec le MPR, Mouvement Populaire Révolution. Parce que ce sont des partis artificiels. Si vous prenez le RDPC, c'est un parti qui n'a pas de base, sociale. Ils ont un président que personne ne voit jamais. S'il fallait respecter la logique stricte
du fonctionnement des partis. Paul Biya n'est plus le président du RDPC depuis septembre 2024. Un parti qui ne tient jamais de congrès. Qu'est-ce qui va se passer? Là-dedans, le RDPC, c'est un panier de crabes, des scorpions, des serpents et tout. C'est-à-dire que ce sont des gens, c'est un complément, on va dire, c'est un conglomérat de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le seul intérêt qu'ils ont, c'est de violer et de piller le Cameroun. Vous avez cité quelques-uns, mais au début, tous ces gens étaient des Rosicruciens. Parce que je vous ai parlé de lui, Paul Oudjoula, qui avait dit on va donner l'indépendance, on l'a donné, parce que nous allons procéder au remplacement des gouverneurs à la peau blanche par les gouverneurs à la peau noire. Mais pour continuer à tenir, il faudrait qu'on les tienne. On va faire la Rose-Croix. Mais tous les grands maîtres de la Rose-Croix sont en Occident. Donc si vous êtes représentant local de la Rose-Croix, votre représentant est là-bas, donc la colonisation n'est pas finie. C'est vous qui êtes aux affaires. Donc après, on va voir la franc-maçonnerie qui va arriver. Mais vous avez les grandes loges qui sont en Afrique, mais leur maison mère, c'est en Occident. Que ce soit le Grand Orient de France ou bien ce soit la Grande Loge de France. Vous prenez la Côte d'Ivoire, tous ces gens, ils se croisent là-bas. Donc la colonisation continue, mais sous un autre aspect. Ou même les loges américaines qui sont également présentes au Cameroun. Mais tout à fait. Mais Biya, lui, il est champion parce qu'en même temps, il est dans quelque chose qui s'appelle la Kabbale. C'est une secte israélienne. Parce que quand il est allé demander aux Israéliens de l'aider, les Israéliens lui ont dit voilà, si tu votes contre la Palestine, ou bien tu votes avec Israël, chaque fois qu'on met une résolution des Nations Unies condamnant Israël, il suffit que l'ambassadeur du Cameroun aille aux toilettes. Et on vote après lui, toi tu vas mourir au pouvoir. Donc il est aussi dans la Kabbale. Il a donné beaucoup d'argent là-bas. Il était dans la Rose-Croix, mais il en est parti parce que son chef supérieur à l'intérieur, c'était Titus Ezoa. Alors comme il s'est fâché avec Titus Ezoa, il est parti à la franc-maçonnerie. Il a couplé ça avec la Kabbale. On nous a dit qu'il est dans une autre secte japonaise qu'on appelle Ekanka. Donc, c'est avec Ekanka qu'il a tué Jean Zoa. Parce que les gens d'Ekanka, ils te tuent au moyen de, comment ils appellent ça, de la chevalière. Je vous raconte une petite anecdote. En 98, je suis au Cameroun. Je suis venu pour une mission au Méridien. Il devait me faire 6 mois, j'en ai fait 4. Donc, le jour où il y a des brûlés, à Sam-et-Foulan, moi je pars de Douala, nous sommes, je me rappelle de mémoire, le 28 février 98. Et il y a des brûlés à Sam-et-Foulan, c'est une citerne de la SDP, elle était couchée, et puis il y avait du pétrole qui sortait en compte-gouttes. Et il y a un monsieur qui, chacun venait se servir, il y a un monsieur qui a estimé que le pétrole coulait très lentement à son goût. Il a pris un morceau de fer et il est allé pour élargir la barrique. Mais ça a touché le plomb et ça a provoqué un incendie et il y a des morts. Plus de 300 morts en moins d'une heure. Donc, Biya n'était pas au Cameroun. Donc, la semaine d'après, il est à la cathédrale. Je crois que ce sont les obsèques d'un évêque. Je ne sais pas si c'est Itoga ou il devait être de Bolova, quelque chose. Bref, c'est Jean Zoa qui est en train de présider le truc. Effectivement, Monseigneur Itoga lors de ses obsèques. Voilà. Et donc, c'est Jean Zoa qui est là en train de faire l'office. Je suis la scène comme tout le monde. Biya est dans la salle et il s'attaque à Biya. Il dit non, c'est la mauvaise gouvernance qui fait que les gens sont désespérés, etc. Blablabla. Donc, la semaine d'après, on va faire une messe en hommage aux disparus. Et la télévision, j'étais à Douala dans un salon de coiffure entre Shell Nubel et Bonapuzo. Donc, je ne sais pas qui j'attendais là-bas, mais bref, ils mettent la télévision. Et le journaliste de la CRTV dit oui, le chef de l'État est représenté par le Premier ministre Peter Musonga, etc. Le président ne sera pas là. Et pendant qu'il est en train de dire ça, le président entre. Donc il n'était pas attendu. Donc le Premier ministre lui fait la place, on installe le président, etc. Et le président est en train de manier sa chevalière. Et Jean Zoa est en train de faire son homélie. Et tout d'un coup, il se prend. Il se coule, on le prend dans l'ambulance. Nous, on regarde toujours la télé. 10 minutes plus tard, quelqu'un vient dire murmurer quelque chose à l'oreille du président. Jean Zoa vient de mourir. Mais lisez le journal, comment on appelle ça, le Messager, le lendemain. Le Messager dit quoi?
Paul Biya fusille Jean Zoé en direct. Donc, il y a ces sectes-là. Et les gars ont commencé à dire, moi j'ai lu un journal suédois, on racontait que non, c'est Ekanka. On avait tué un ministre suédois comme ça. Il a foudroyé le type en plein. Tout le monde a vu ça. Donc, ces sectes ont pris le pouvoir au Cameroun. Mais vous avez des évangéliques dont personne ne parle, mais qui aussi sont venus là-bas à l'invitation des hommes politiques, mais eux viennent des États-Unis et du Brésil. Ils font des choses. Donc, quand ce type partira, il n'y a pas que son équipe qui partira. Alors, vous me posez une question. Parmi eux, il y a des gens sincères. Même parmi les préfets, même parmi les juges. Mais personne n'ose lever le petit doigt. Quand on a fait le hold-up électoral en 2018, même quand j'ai porté plainte d'Abia à la CPI pour les massacres d'Ngarbu, il y a des gens qui nous écrivaient de la présidence, qui disaient petit, on est avec vous, mais comprenez, on ne peut pas s'exposer, etc. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? On a des fonctionnaires aux impôts qui nous écrivent, qui dénoncent des choses. Et il faut les comprendre. Et moi, je leur dis, ne mettez pas votre vie. Nous sommes à l'étranger, on peut se permettre certaines choses, mais vous ne le faites pas. Parce que ça ne servira à rien. Ne venez pas vous afficher inutilement, parce que ça ne changera rien. Mais le temps, chaque chose a son temps. Et le premier de travail, quand je parle avec vous, TikTok Suite, vous avez beaucoup de suite dans les idées. Des gens comme vous, il y en a de plus en plus. Et c'est pour ça que je dis que même si le professeur Kamto n'est pas autorisé à être candidat, même s'il ne gagne pas l'élection, il a déjà gagné. Il a gagné parce que sa principale victoire, c'est l'éveil de conscience. Voilà, il a déjà gagné. Et il dit lui-même, je ne suis pas né avec inscrit au front président de la République. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'il me faut pour être heureux. Voilà. Mais quand je vois des gens comme vous, TikTok Suite, la pertinence de votre intervention, je dis, mais c'est gagné. Parce que des gens comme vous, il y en a. Il y en a, on en rencontre tout le temps. Et continuez sur cette voie. Parce que quand Biya partira, vous ne reconnaîtrez pas quand Mobutu est parti. Les mêmes gens qui disaient Mobutu, c'est eux qui disaient Mobutu est un voleur, Mobutu pilleur, Mobutu assassin. Ce sont les mêmes gens. Et ça a commencé entre eux. Vous avez vu cette dame qui disait que Kamto ne sera jamais président. Mais elle est en Kondengui. Mais ce ne sont pas les Américains qui l'ont mis là-bas. C'est la nièce de Paul Biya. Voilà. Vous avez des gens qui insultaient les gens ici pour le machin. Ils sont en prison au Vietnam. Et nous contactons les ONG pour les aider. Parce qu'ils sont nos compatriotes. On s'en fout de ce qu'ils ont dit hier. Parce que nous avons montré qu'il y aura un autre Cameroun. Un Cameroun où la seule qualité, le seul critère, c'est d'avoir de justifier la qualité des Camerounais. Et tu as le même droit que tout le monde. Merci beaucoup pour ces apports. Je vais me contenir parce qu'il y a tellement à questionner, tellement à dire. On va continuer dessus. On se verra assez souvent. Certainement. Je laisse la place à mes camarades. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. France Afrique, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir d'être à votre panel. J'apprécie la verve de Jean-Pierre Dupont. Deux questions. La première, c'est de savoir d'abord l'histoire de son nom. Et la deuxième question, c'est de parler un peu de Paul Biya. Paul Biya, c'est quelqu'un de mystérieux. Vous l'abordez, vous essayez un peu de parler de Paul Biya sur son côté mystérieux, les organisations ésotériques auxquelles il adhère. Moi, la première question, c'est d'abord votre nom. Après, vous allez répondre sur la dimension mystique de Paul Biya, mais aussi les personnes les personnes qui l'aident à garder le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas rester longtemps comme ça au pouvoir s'il n'y a pas toute une organisation. Et comme vous incarnez quand même une bibliothèque, parce que pour moi, vous m'impressionnez. Je vous ai écouté la semaine dernière, c'est pourquoi je me suis abonné à ce canal TikTok. Donc, comment on fait pour incarner, pour symboliser de manière humaine, de manière physique, une bibliothèque? Je ne sais pas, peut-être que c'est une déformation professionnelle.
J'ai plusieurs casquettes. Je suis historien, je suis anthropologue, linguiste. Alors, anthropologue, linguiste, si vous faites l'anthropologie socio-structurale, vous faites aussi le linguisme parce que vous n'allez pas... l'anthropologue a pour objet d'étude l'homme. Et si vous voulez étudier l'homme, il faut savoir le langage, comment il s'exprime. La linguistique, c'est l'anthropologie du langage. Et quand on est historien, il faut être bon conteur. Et quand on est conteur, il faut avoir la mémoire. Alors, si vous n'avez pas de mémoire, vous ne pouvez pas être conteur. Et il faut avoir une organisation. J'ai une mémoire visuelle. Donc, quand vous me parlez d'un événement, ça me rappelle une date. Vous me dites l'UPC, je vous dis 10 avril 48. Vous me dites dissolution UPC 13 juillet 55, etc. Donc voilà à peu près. Alors, vous parlez de mon nom. Beaucoup de gens me demandent, mais c'est ton surnom? Non, je m'appelle Jean-Pierre Dupont, c'est mon patronyme complet à l'état civil. Si je ne vous dis pas que je suis du Nord, vous ne saurez pas parce que je n'ai pas les apparences, même sémantiques, d'un natif du Nord. Je suis né à Koutaba, c'est 10 km de Fumban. Et mon père a été adopté par un Français, lui Alphonse Dupont. Bon. Si vous allez aider, vous allez trouver beaucoup de Dupont également. Ils sont de ma famille. Ce sont des gens qui ont été adoptés en même temps que mon père. Donc voilà pourquoi je m'appelle Dupont. C'est une histoire familiale. Si je voulais prendre un nom africain, j'aurais pris un nom congolais. Par exemple, Kamanda ou Kamanda. Mais un nom a une histoire. Un nom, c'est un héritage. C'est une filiation, etc. Mon fils aîné s'appelle Georges Pompidou. Pourquoi? À la demande de mon père. Pompidou était un ami de notre famille. Et quand il arrive au Cameroun, il vient manger chez nous en 71. Voilà. Donc, un nom a une histoire. Vous allez trouver, l'autre fois je parlais d'anthropologie bamileke. Vous allez trouver des bamileke qui s'appellent Sani. Et vous allez demander, mais pourquoi il s'appelle Sani? Non, c'est un vendeur de cola. Il est allé à Marois et il a été hébergé par un nordiste. Et sa femme a fait un garçon. Il dit, pour me rappeler de l'hospitalité que j'ai reçue, je vais l'appeler Sani. Il y a eu un roi Banganté, je ne sais pas s'il existe encore, on l'appelait Njimolu Selou. C'était le nom du sultan de Bamoun, mais les deux hommes étaient amis et il avait donné le nom à son fils. Donc, si un jour vous venez, quand je parlerai de l'anthropologie bamileke, avec la signification des noms bamileke, par exemple des noms comme mon ami Jean-Bruno Tagne, c'est ce qu'on appelle en anthropologie des faux noms. Parce que Tagne n'est pas un nom, ça décrit une situation. C'est le père de jumeaux. Vous avez Magne qui est la maman des jumeaux, mais on peut dire aussi Magne ici parce qu'elle est voyante. Donc, à l'époque, ce n'était pas de nom, mais maintenant, c'est devenu de nom. Vous avez des noms comme les défauts. Défaut qui était le compagnon du roi. Mais quand tu nais, on ne sait pas que tu seras défaut. Ou alors Kuaté, l'adjoint du roi. Ou alors Foka, l'ami du roi, etc. Mais c'est devenu de nom maintenant. Alors, si vous voulez, si ça vous intéresse ces aspects des choses, on fera un direct sur l'anthropologie des noms. Alors, voilà. Donc, je vous écoute. Voilà, donc j'apprécie votre verbe. Bon, je connais maintenant l'histoire de votre nom. Et donc ma deuxième question, c'est celle que vous avez déjà répondu en partie par rapport à celui qui m'a précédé. Et c'est l'histoire, c'est Paul Biya, sa personnalité. Parce qu'on ne reste pas longtemps au pouvoir comme ça si on n'est pas assis sur quelque chose de très solide. Le Cameroun, c'est le continent africain en miniature, avec toute sa mystique, son histoire. Et moi, je dis quand même, si ce monsieur est resté longtemps au pouvoir, dans un pays complexe, sur le plan mystique, et je me dis, la dimension mystique de Paul Biya, elle est importante, mais pas seulement une seule personne. Il y a tout un réseau qui tient ce pays de manière mystique, mais aussi un homme stratège, comme vous l'avez bien mentionné, que c'est une panthère. Il attaque toujours par l'arrière. Alors, moi, j'aimerais, parce que vous incarnez quand même quelqu'un qui a une maîtrise de l'histoire, qui a de la mémoire. Vous l'avez bien mentionné. Maintenant, moi, je veux que vous abordez un peu la partie mystique de Paul Biya. Parce que ce monsieur, il est mystérieux. Vous avez l'impression qu'au Cameroun, il n'y a pas de dirigeants. Je crois que Jacques Chirac l'a aussi observé et plusieurs personnes l'observent. Donc moi, j'ai bien envie que vous abordez cette partie avec des exemples concrets
pour nous édifier, pour qu'on essaie de comprendre la partie mystique de ce monsieur, parce qu'il y a le mysticisme. On ne peut pas rester longtemps comme ça. Et comme on sait également que Mobutu, il était mystérieux. Et vous savez, dans la partie mystique, cette partie-là, on finit toujours très mal. Est-ce que Paul Biya va dans cette direction? Voilà, donc moi j'aimerais que vous essayiez un peu de vous apaisantir par rapport à cette dimension que vous nous apportez, des choses qui vont nous édifier. Alors, vous êtes de quel pays, sans indiscrétion? Moi je suis originaire du Gabon. Très bien, j'avais remarqué ça. À cause de moi, etc. Donc, bref, est-ce que vous connaissez vous avez vu le drapeau du Zaïre? Oui. Très bien. Est-ce que vous connaissez l'emblème du RDPC? Non, comme ça, non, j'ai pas en mémoire. Voilà, donc les Camerounais vont vous dire que la similitude entre le drapeau du Zaïre et le symbole du RDPC, c'est la flamme. Et les deux symboles ont séjourné dans la matrice d'un magicien égyptien. C'est-à-dire qu'on tue un fœtus, on met ça dans son cœur, on met ça dans la matrice d'un sorcier. Mais avec des écarts, parce que Mobutu il a pris le pouvoir en 65, Biya 82. Donc les deux hommes étaient liés. Biya avait demandé à Mobutu, grand frère, comment tu fais pour rester longtemps au pouvoir? Mobutu lui avait dit, viens me voir à Badolite. Il lui a dit, il faut affamer ton peuple. Tu es dans les 7 comme moi, mais il faut affamer ton peuple. Parce que le diable, lui, se nourrit de la souffrance et de la douleur des gens. Plus les gens sont malheureux, et plus tu payes ton salaire au diable. Vous qui êtes Gabonais, je ne sais pas, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Cameroun. Les Camerounais le connaissent. C'est l'histoire d'un jeune informaticien qui, en 2005, s'appelait Narcisse Fokam. Il a été convoqué au Hilton. Il pense aller à un entretien d'embauche. Donc là-bas, on a le patron de la Chambre de commerce, on a le représentant du Cameroun aux Nations Unies, mais qui plus tard va devenir secrétaire général de la présidence. Ils vont le torturer, ils vont repasser son corps avec un fer à repasser, ils vont le sodomiser, et alors qu'il est encore vivant, on va le défenestrer du 8e étage de l'hôtel Hilton. Et le diable, qu'est-ce qui l'intéresse? Mettez-vous à la place de ce garçon. Il est encore vivant, il voit qu'on est en train de le défenestrer. Imaginez la peur qui est dans lui, la peur qu'il ressent. Donc c'est ça que le diable apprécie. C'est ça que le diable, c'est ça qui lui fait. Donc ils prennent l'énergie de cet enfant et ils vont le déployer contre des adversaires ou des rivaux politiques. Alors Paul Biya, c'est quoi son histoire? Il a eu un pacte avec Ahidjo. Mais ce pacte a été scellé par un acte homosexuel. Mais il faut qu'il récupère cela, ce vol d'énergie. Mobutu lui avait dit, ce qu'on t'a fait, tu le fais faire par les militaires. Quand vous regardez la façon de... si vous parlez aux gens, les journalistes, ils vont vous dire, le livre Les cheveux de Paul Biya, c'est le prince de Machiavel. Mais pas du tout. Son livre, Les cheveux, c'est le breviaire des politiciens du cardinal Mazarin. Le cardinal Mazarin, c'était qui? C'est quelqu'un que, comment on l'appelle, que c'est un ministre de Louis XIII qu'il avait fait venir d'Italie pour venir s'occuper de l'éducation du jeune Louis XIV. Donc quand il arrive, c'était quelqu'un de très rusé. Il sort avec l'aveu de Louis XIII. À sa mort, il était l'homme le plus riche d'Europe. Mais il avait des principes. Il dit, c'est un petit bouquin que je vous recommande, le breviaire des politiciens du cardinal Jules Mazarin. Il dit, il ne faut jamais avoir d'amis. Ne te confie jamais. Apprends tout de tout le monde, mais que personne ne sache rien de toi. Ne mange jamais en public. Ne dis jamais du mal des gens en public. Simule, dissimule.
cherche à savoir tout de tout le monde. Et Biya va faire ça. Quand vous prenez quelqu'un comme Polycarpe Abba, quand Biya veut vous éliminer entre vous, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit Polycarpe Abba à manger et il lui dit, vous savez, après moi c'est vous. Et puis vous savez, les gens sont jaloux. Si quelqu'un vous demande, dites qu'on ne s'est pas vu depuis un mois. Alors, vous êtes le meilleur. Dès qu'il se sépare avec Polycarpe Abba, il dit au gars, mais Polycarpe, ça va? Oui, monsieur le président, il nous a dit qu'il ne vous a pas vu depuis un mois. Il dit, mais il était ici, voilà, il vient de manger ici. Et tout cas, il joue à quoi? Il vous cogne les têtes. Mais de ce truc, lui, il sort vainqueur. Paul Biya, il ne s'appelle jamais arrêté. Vous pouvez écrire à Paul Biya que Laurent Isso a fait ça, il ne va jamais arrêter Laurent Isso. Il va l'observer. Il va lui dire, voilà, Laurent Pianama écrit, hein, voilà, tu as vu, tu penses que c'est ton ami, voilà ce qu'il a dit, etc. Mais est-ce que je te dis d'aller lui demander? Quand tu es le futur chef d'État, quand tu es un commandant d'homme, ne va pas te mettre, on laisse ça. Et voilà. Donc, il a créé la zizanie. Donc, le temps que vous allez vous maîtriser entre vous, vous n'avez pas le temps d'aller l'attaquer lui. Donc, si vous prenez, vous avez beaucoup de cas comme ça, et Biya n'est ami à personne. Il est ami à son pouvoir. C'est à son pouvoir qu'il est ami. Donc, si vous lisez, je vous recommande, ceux qui me demandent si je dors avec Biya, j'ai quelques bouquins. Je vous recommande Africa France, Antoine Gazer. Là-dedans, on vous dit, si vous rencontrez Biya et vous lui parlez des questions, c'est un ministre français, des questions de développement, il ne vous répond pas. Et si vous commencez à parler des questions ésotériques et vous voulez partir, il dit, ben restez, on va déjeuner, etc. Il va développer, si vous parlez de ça, etc. Si vous commencez à lui parler des questions d'argent, pas du tout. Donc si vous aimez l'argent, il va vous en donner plein. Voilà. Mais ne volez pas, ne visez pas sa place. Le nom que je cherchais tout à l'heure, c'est Richelieu. Le cardinal Richelieu, c'est lui qui a créé l'Académie française, avec des gens comme Vaugelas. Donc c'est Richelieu qui allait en Italie chercher le cardinal Mazarin. Et c'est l'homme qui a introduit le cynisme politique en France. Mais quand on parle du prince de Machiavel, le prince, c'est une lettre que Machiavel écrit au prince de Florence. Il lui dit, il ne faut pas préparer le dauphin. Parce que dès que tu prépares le dauphin, il veut ta place. En politique, il n'y a pas de gratitude, il n'y a pas de reconnaissance. Voilà. Si tu es un adversaire politique, tu couches d'abord avec sa femme. Pour l'amoindrir. Et c'est ce que Mobutu a fait. Il est allé avec toutes ses femmes. Et si tu n'es pas homosexuel, tu fais qu'on te fasse ça devant. Donc un gars comme Famen Dongo, Biya prend un militaire du BI, on fait ça devant Biya. La première fois, on dit Famen Dongo est tombé évanoui. Donc, à partir de là, tu es amoindri. Donc, voilà ce que disait Machiavel. Donc, tu les amoindris et Mobutu a fait cela. Il dit, plongez-les dans la misère. Donne ce qui ne te coûte rien, donne-leur ça, fais des évacuations sanitaires, privilégie la médiocrité. Il y avait un ministre qui s'appelait Omar Sanda, ministre de PTT, il avait fait des cabines téléphoniques partout, les Camerounais l'adoraient, bien l'enlever. Voilà. Donc ne retiens pas les gens sur le critère de la compétence. Retiens-les sur le contraire de la dévotion. Ce sont des dévots. Voilà, tu les mets là. Un gars comme Famen Dongo, maintenant, il va mourir au pouvoir. On va pas l'enlever, etc. Mais méfie-toi des gens qui font l'excès des ailes. Comme Massanga. Il ne faut pas le nommer parce qu'il n'est pas correct. Méfie-toi des gens comme Lévé Emmanuel Comme. Parce qu'un coup, il dit que Paul Biya, c'est l'incarnation de l'incapacité à gouverner. Et un autre coup, il dit que ceci. Biya, c'est ça. C'est des gens comme ça, ils ne seront jamais rien tant que Biya sera là. Il donc a chanté, le président, lui, s'en fout. Parce que lui, il a fait ça. Il a fait ça à Idjo. C'est bureau, mon ami France-Afrique, toi qui es Gabonais, à l'époque, Biya va au Gabon. Omar Bongo lui dit, oh ben tu sais moi, mon premier ministre, le chef du gouvernement, parce que Biya était premier ministre, mais sauf qu'au Cameroun, le premier ministre n'était pas le chef du gouvernement. Il était l'animateur de l'équipe gouvernementale. Aïdjo était président de la République, président du parti unique, premier ministre. À un moment même, il était ministre des Affaires étrangères. Donc, Bongo lui a dit, oh, ben, tu sais, hein, Paul, hein, moi, mon premier ministre. Donc,
Biya est dans son bureau, mais on lui a dit que ses bureaux sont truffés de micros. Donc Aïdjo le coupe. Donc quelqu'un vient lui dire, ah, le vieux là, qu'est-ce qu'il pense, etc. Biya dit, si Aïdjo m'a nommé ici, c'est pas pour faire de la politique. C'est pour étudier les dossiers et les soumettre à sa haute sanction. Mais il sait qu'il s'adresse à Aïdjo. Donc il a fait l'âne pour brouter du foin. Donc quand tu lui fais ça, c'est que les gars là font là, Joseph Antoine Bell, quand Biya a été ressuscité, Joseph Antoine Bell organise l'anniversaire de Biya. Biya dit, mais Amidja, attends, il est de ma famille, il organise mon anniversaire, pourquoi? Donc il connaît ça, parce que lui il a fait ça à Aïdjo. Donc quand tu viens lui faire ça, lui il va t'écarter. On avait le ministre Fofé qui était son ami, et à l'époque, Jean-Irène Biya vivait encore. La maman de Jean-Irène Biya est morte à plus de 115 ans. Mais elle avait dit, voilà, j'ai vécu, buvais du vin, célébrais ma vie. Le ministre arrive là-bas, il tombe sur la position, il commence à pleurer. Biya dit, mais c'est qui ça? Le lendemain matin, il l'a enlevé. Donc, il connaît ces jeux. Lui, il est là pour le pouvoir. Et il connaît les questions mystiques. France-Afrique, vous qui me posez la question, puisque vous êtes Gabonais, je vous apprends que Biya ne va jamais aux obsèques de ses collaborateurs. Quand vous mourrez, c'est fini, il ne va jamais. Si vous le voyez à des obsèques, c'est qu'il s'agit d'un membre de sa famille, son frère ou sa soeur. Mais vous avez travaillé avec Biya, vous partez, il ne va pas. Parce que vous avez fait les choses, il sait qu'en allant là-bas, la même chose pour Aïdjo. Le jour que les restes d'Aïdjo arrivent au Cameroun, Biya ne sera plus de son nom. Voilà, parce qu'il y a des choses qui se sont faites. Je vous ai dit qu'ils se sont vus la dernière fois, le 16 avril 1987, à Agadir, dans une des propriétés du roi du Maroc à Sandel. Donc, je réponds à mon ami qui parle de l'aspect mystique. Oui, il y a l'aspect mystique, mais dans le mysticisme, le Satan ne fait rien pour rien. À un moment, on va vous présenter l'addition. Parce que quand vous mangez avec le diable, il ne suffit pas de vous munir d'une longue fourchette, car vous faites partie de son menu. À un moment, c'est lui qui choisit. À un moment, il va vous présenter l'addition. Quand il va vous dire, bon voilà, donnez-moi tant. Je dis, je vous donne l'euro piana. Il dit, non, l'euro piana n'est pas de ta famille. Donne-moi ton fils, ou bien moi, je me sers. Vous voyez ce qui arrive à Brenda. Je ne me moque pas, je respecte les enfants des gens. Mais vous voyez ce qui lui arrive. Ce sont les manifestations de ces questions. Voilà, parce qu'à un moment, il y a un prix à payer. Mobutu, c'était comme ça à la fin. Il a commencé à perdre ses enfants, etc. Donc, on ne fait pas ami avec les dieux. Parce que nous sommes dimanche pascal. C'est un dimanche aujourd'hui. C'est le dimanche de la résurrection. Nous, les chrétiens, c'est un grand jour pour nous. Parce que c'est le jour que le Christ a vaincu la mort et nous avec. Mais quand vous regardez l'histoire de Satan, Satan, c'était qui? L'archange Michel. C'était le plus bel, c'était le plus beau. Effectivement. Dieu. Il était très beau, mais très intelligent. Donc, il a commencé la bagarre avec Dieu. Dieu l'a jeté là-bas. Donc, il dit, je ne vais pas rester seul. Donc, je vais attirer le plus grand nombre de monde pour me tenir compagnie. Donc, mais tu veux le pouvoir, oui, il te donne le pouvoir, mais le pouvoir n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. À un moment, tu vas quitter ce pouvoir. Et dans le cas du débile, s'il ne part pas maintenant, il partira très mal. Moi, ça fait, je vous parle de ce qu'on appelle la triple négation hegélienne. C'est-à-dire, c'est en rhétorique, c'est un concept rhétorique qu'on dit toute chose comporte en elle-même les éléments de sa propre destruction. Donc ça s'est fait. Si vous le suivez, il y avait comment on l'appelle, le cardinal de Reis, qui disait qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son dépens. Mais ce ne sont pas des paroles comme ça. Moi, je suis un ancien séminariste. Il y a des livres que nous avons lus qui s'appellent Les vérités cachées de la Bible. On vous parle de la transfiguration. Donc, le monde que vous voyez, ce n'est pas simple. Il se passe des choses. Quelqu'un comme Kadhafi, il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul parce qu'il est allé faire affaire avec quelqu'un dont il a couché avec la femme. Et il est tombé. Mobutu est tombé seul. Etc. Ali Bongo, fils des amours adultérins de Djoukou, le père de la sécession biafraise, il est tombé seul parce qu'il a oublié qu'il venait du Nigeria et qu'il fallait faire alliance avec Pascaline. Et Pascaline a activé Olingi. Enlève-moi ce Nigérian, il n'est pas de la famille.
Voilà, donc tu retrouves l'origine. Tu suces une orange, tu jettes les grains dans le jardin, ça va produire une orange, et cette orange, un jour, on va couper les trucs et il va finir au feu. Voilà, donc quand tu repars, ça c'est ce qu'on appelle, comment on dit ça, vanité de vanité. Regarde l'état dans lequel est Biya à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on apprécie? Quel repas on apprécie? Quel plaisir de la vie on apprécie? Mais le diable prend plaisir à te faire souffrir. On baisse ta femme, excusez-moi les enfants, devant toi, chez toi, dans ton bureau. Voilà. Donc, nous, on parle... je suis dans une démarche de la métaphysique. France, ça fait toi qui me posais la question sur le mysticisme. Je suis dans une démarche de la métaphysique, mais la métaphysique, c'est la branche de la philosophie qui s'occupe pas de la religion, du spirituel, mais de la transcendance. C'est-à-dire que la limite que nous fixe, la limite au-delà de laquelle ne va pas la rationalité, parce que nous sommes des humains, quelle que soit notre intelligence, à un moment, il y a quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand. Dieu existe, oui. Il est où? On ne sait pas. Mais on ne peut pas avoir un monde comme ça, les échanges que nous faisons, et le jour que vous mourrez, et puis tout s'arrête. Il y a autre chose au-delà de ça. Mais nous ne savons pas ce que c'est. Et c'est ce que les anthropologues appellent la métaphysique, ou alors la transcendance. La transcendance. Parce que le pouvoir, c'est bien beau, mais dans quelles conditions tu es gardé jour et nuit, tu n'es pas un homme libre, etc. Saint John Perse disait que le pouvoir est corrompu, mais le pouvoir absolu est encore plus corrompu. Donc, tu vas laisser ce monde dans quel état? Il ne faudrait pas, parce que ce que Biya fait là, il ne faudrait pas qu'après lui, le nom de Paul Biya ou le nom de Biya soit associé aux égouts de l'histoire. Donc il ne se rend pas service. Il ne se rend pas du tout service. Le pouvoir, c'est ce que disait Socrate. Socrate disait que c'est le bonheur. On ne peut pas être heureux en étant seul. On est heureux parce que on est avec d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle en philosophie le mythe de la comparaison. Une chose en épistémologie, en épistémologie, on dit une chose n'est valable que si elle est comparable à une autre chose, de même acabit. Donc, pour le pouvoir, ça ne sert à rien. Vous vous enfermez à étudier, vous vivez dans une bulle, mais vous ne profitez pas des plaisirs de la vie. Le pouvoir dont vous disposez est un pouvoir de nuisance. Enfermer tel, tuer tel. Oui, mais qu'est-ce que vous allez dire que j'ai inventé tel vaccin? Grâce à moi, on a fait telle chose. Voilà les monuments. Einstein nous a quittés depuis, le père de la relativité, le concept de la relativité. Mais on parle de lui. Aujourd'hui, le monsieur qui a inventé la pénicilline, moi j'ai vécu une grande partie de ma vie, j'ai passé en Suède, et c'est la patrie de Alfred Nobel. Alfred Nobel, c'était un grand marchand d'armes. C'est lui qui a inventé la dynamite. Il a inventé des armes qui ont fait beaucoup de mal, ce qu'on appelle les mines personnelles. Ça a fait beaucoup de mal, mais au soir de sa vie, il avait des milliards et des milliards. Il a mis à la disposition d'un truc en Norvège, il a dit, voilà, récompenser les gens qui font des recherches pour le bien-être de l'humanité. La paix, les sciences, etc. Oui, il était un marchand d'armes, mais au soir de sa vie, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé et on parle encore de lui aujourd'hui, mais en bien. Mais qui oublie, mais qui se rappelle du mal qu'a fait Nobel, ce qu'il a fait aux gens. Mais il s'est rattrapé. On apprend. Mais Biya a manqué cette occasion en 2018 et il en manque encore maintenant. Il peut faire une conférence nationale, dire à ses compatriotes des erreurs, j'ai pu en faire. Et ce n'est qu'en cela que je suis un être humain. Mais je vous demande pardon. Voilà, mettez-vous ensemble, etc., etc. Mais moi, demain, je serai le premier supporter de Paul Biya. Mais il s'enfonce. On dit en latin, l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Voilà. Donc, on n'a rien contre lui. Moi, j'étais étudiant en France, j'avais 18 ans quand Biya devenait président. Nous l'accueillions avec un préjugé favorable. Voilà. Mais il a commencé à basculer. On peut en parler.
critiquer Biya ne veut pas dire que nous n'aimons pas nos frères Betty, les Bou, les Ewondo, qui ne sont pas les seuls bénéficiaires, parce que ce n'est pas une affaire de Betty, c'est une affaire d'un clan, une association de malfaiteurs, au sein de laquelle il y a des Bamileke, il y a des nordistes, il y a des anglophones qui profitent de ça, à Tanganji, Nepaboulou, etc. Donc, ce que je demande à mes compatriotes, parce que tout ce que nous disons là, la finalité, c'est que le Cameroun, un Cameroun meilleur est possible. Mais ne nous entretuons pas. Nous avons affaire à un clan de mafieux. Il faut les chasser, peu importe leur appartenance ethnique, et ne nous laissons pas distraire. 43 ans d'intermède dans la vie d'un pays. Les hommes sont passagers et le Cameroun est. Excellent, excellent. Il y a, pour terminer vite fait, j'aimerais, si vous pouvez éclaircir le préjugé que vous avez vis-à-vis de Gabonais. Vous avez dit que les Gabonais, tout de suite, vous avez soupçonné que c'était un Gabonais qui s'adressait à vous. Est-ce que vous pouvez développer ce préjugé? Non, là je parlais, il n'y a pas de préjugé. Moi je suis anthropologue. J'étudie aujourd'hui encore, ce matin je faisais un cours sur les langues bantoues. Je faisais une similitude avec les Ivoiriens, parce que l'ethnie à laquelle appartient, comment on appelle, Sassou Nguesso, Sassou Nguesso, par son grand-père, vient de la Côte d'Ivoire. Les Abbés, ils ont été expulsés par les colons là-bas. Là-bas, on les appelle les Mouchi. Mais en réalité, c'est cela. Donc, je faisais un cours ce matin sur l'Empire du Congo. L'Empire du Congo, 1350-1880, qui commençait aux confins de l'Angola, à côté du Gabon, jusqu'à l'intersection du Cameroun et du Nigeria. Donc, il y a cet accent que je reconnais, que vous avez en commun avec les Camerounais du Sud, parce que vous avez le Wolontém, patrie des fonds, qui fait frontière avec le Sud Cameroun, et vous avez le même accent avec eux. Nous avons un compatriote, Maître Timbam, quand je vous entends, je pense l'entendre. Voilà, vous avez le même, mais ce n'est pas un préjugé, parce que chacun a un accent, et c'est ça qui te situe. Ce n'est pas du tout un préjugé. Les Gabonais sont les frères des Camerounais, historiquement, c'est un même peuple, même chose pour les Centrafricains. Moi, j'étais étudiant en France à l'époque, je prenais mes repas chez un fonctionnaire international gabonais qui ne me connaissait pas. Il m'a vu manger dans un fast-food des frites à l'intérieur du pain. Il me dit, mais mon fils, tu manges mal. Et chaque soir, j'allais manger chez lui. Donc, il n'y a pas de préjugés. Il ne faut pas confondre l'ignorance et ce que vous appelez préjugé. Pas du tout. Moi, mon métier ne m'amène pas à avoir des préjugés. Parce que l'histoire de l'humanité, tous les sociologues vont vous dire, c'est une histoire de mutations migratoires. Personne n'est autochtone. Là où il est en Afrique, les seuls peuples autochtones, ce sont les Zoulous et les Pygmées. Les Pygmées que certains peuples vont désigner autrement, mais tous les autres sont le résultat des migrations. Vous êtes au Gabonais, vous avez des Obam là-bas, mais il y a aussi des Obam au Kenya, par exemple. Donc, il n'y a pas de préjugés. Le préjugé, c'est une marque d'ignorance. Voilà, on ne préjuge pas les gens. Parce que préjuger les gens, c'est comme si vous êtes avocat et vous dites que quelqu'un est présumé coupable, alors qu'on ne l'a même pas entendu. Voilà. Merci, professeur. C'est un plaisir de vous entendre parler et j'espère que vous allez revenir parce que c'est du pain de vie. Tous les dimanches. Ok. Moi, je suis abonné. Je suis abonné sur ce canal TikTok. C'est un plaisir. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je vous en prie. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on s'attarde, ça sera avec plaisir. Adressez-vous à Laurent et on travaillera dessus. Oui, je profite de l'occasion. C'est que il y a un projet, il y a des sujets que j'aimerais qu'on aborde. C'est les sujets de l'intelligence économique. L'intelligence économique dans le monde actuel, voir la part de l'Afrique. Donc, j'aimerais que si on a le temps, peut-être dans le futur, qu'on programme ce sujet d'intelligence. Parlez-en aux propriétaires du panel parce que moi, ma démarche, elle est pédagogique. Donc, quand vous parlez d'intelligence économique, ça va avoir des connotations avec la politique parce qu'on ne fait pas l'économie hors sol. Et nous sommes dans un contexte de la mondialisation.
Et donc, j'en parlerai volontiers, on n'a pas de problème. Parlez-en au patron de la plateforme, et puis il avisera, et je suis partant. Ok, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Bonsoir. Merci. Je voudrais préciser à l'attention des modérateurs, Ndamba White, c'est le dernier qui va poser ses questions à M. Jean-Pierre Dupont, parce que M. Jean-Pierre Dupont, c'est quelqu'un qui est aussi très occupé et qui a certainement des choses à faire demain. Et le travail qu'il a bas déjà, je voudrais dire que c'est sacerdotal. Donc, il faut non plus en demander beaucoup, même si les connaissances qu'il nous donne ne nous laissent toujours assez gourmands. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez-y, monsieur Ndamba, bonsoir et bienvenue. Est-ce que Ndamba est là? Bon, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à monsieur Dupont. Bonsoir à tous ceux qui écoutent. Bonsoir à tous ceux qui écoutent le live. Je vais revenir sur l'ancien président, notamment le président Amadou Ahidjo, et son décès. J'aimerais concrètement savoir qu'est-ce qui a pu bien se passer entre les deux personnages, c'est-à-dire l'ancien président Amadou Ahidjo et le président Paul Biya, pour que jusqu'à nos jours, l'État du Cameroun ne pense pas à organiser les obsèques comme cela se fait un peu partout et pour ramener sa dépouille au Cameroun. Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, c'est que en tant qu'Africain, parce que tout à l'heure, avec l'interview précédent, on a abordé des questions spirituelles. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que l'ancien président est enterré actuellement au Sénégal pour tel un pays, il a dirigé un pays, est-ce que vous ne pensez pas que tout ça peut être comme une malédiction qui s'abat sur le Cameroun? Parce que nous savons, les enfants doivent honorer leurs parents, les enfants doivent rendre honneur à leurs parents. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que l'ancien président reste enterré au Sénégal ne constitue pas un poids et une malédiction pour le Cameroun? Excellente question. Excellente question. Je commence par la dernière. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et moi, j'ai dit à mes amis, si Paul Biya mourait en exil, nous, on irait chercher son corps. S'il meurt aujourd'hui, nous allons protéger sa sépulture. Je serai de ceux qui vont empêcher qu'on aille saccager son corps. Il y a des symboles. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de la métaphysique et que j'ai parlé de la transcendance, en parlant de ce qui dépassait la rationalité humaine. Et vous abordez cette question, même dans la mythologie africaine, ancestrale africaine. On ne fait pas ça. Une fois, j'ai fait un programme, et ceux qui le veulent, je le referai, lorsque je parlais des piliers constitutifs du dynamisme babylonique, en parlant du lien, parlant du nombril et de la terre. Un Bamileke, même s'il meurt en Australie, on va le ramener chez lui, parce que tant qu'il ne revient pas chez lui, on ne peut pas réconcilier son âme pour faire le voyage vers les ancêtres. Son âme sera tourmentée, mais vous aussi, qui est responsable de cela, vous êtes tourmenté. Si vous étudiez l'anthropologie bamileke que j'étale à tous les peuples du Glassfield, pas seulement les Bamileke, il y a quelque chose qu'on appelle le ndo. Alors le ndo, c'est quoi? C'est la poisse. Dans les 5 piliers constitutifs du dynamisme bamileke, vous avez la tontine. Mais la tontine, pas celle à laquelle vous pensez. La tontine, c'est pas seulement venir donner l'argent. Il y a une autre forme de tontine. Je paie un parent, vous venez m'assister, vous allez manger, vous allez boire. Mais vous avez contacté une dette. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le jour que vous aussi vous allez mourir, il faudra que votre famille organise des obsèques pour rendre la nourriture que votre défunt a mangé chez moi. Et que moi aussi je puisse manger ça. Mais si vous ne le faites pas, si vos parents ne le font pas puisque vous êtes mort, pendant que vous êtes là-haut, au pays des morts, on va vous réveiller. On va vous dire, ben comme gars, toi tu as été chez Dupont, tu as mangé. Là tu es mort. Ta famille ne fait pas les funérailles pour qu'on vienne manger. C'est quoi ton problème? Donc, vous allez envoyer des signaux
à vos parents dans les rêves. S'ils ne font rien, il peut leur arriver plusieurs choses. Soit ils vont faire un accident, soit ils vont perdre le travail, il peut y avoir des divorces, il peut y avoir des morts d'enfants, ça peut même finir par la prison. Mais tout ce que je viens de dire dans un cadre privé, on peut le faire dans un cadre national. C'est pour ça que quand quelqu'un comme ça meurt, quel que soit ce qu'il a fait avant, il faut le ramener. Les Congolais sont en train d'expérimenter ça. Parce que Mobutu a dit que tant que vous laissez mon corps à l'étranger, le pays sera déstabilisé. Parce que j'ai beau être un monstre, mais ce pays me doit des choses. Donc voilà, je salue mon ami la Renaissance et puis MRC là, qui me salue depuis. Donc, vous touchez du point quelque chose de très très important, c'est très pertinent. Ce n'est pas du tout anecdotique ce que vous dites. Et les autorités du Cameroun devaient réfléchir à cela. Parce que nous sommes frappés par une malédiction collective. Excellente question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Ahidjo et Biya? Tout ce que je vais jeter par là. Pardon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un dit que le pays ne lui doit rien. Oui, le pays ne lui doit rien, mais Biya lui doit quelque chose. Et Biya est à la tête du pays. Donc, la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était le 16 avril 1987 à Agadir. Ça finit par la bagarre. Voilà. Et moi, je n'étais pas là. Je fais de l'histoire. Donc, je ne vais pas vous dire des choses dont je ne suis pas sûr. Et tout ce que je vous rapporte, ce sont des lectures. C'est pour ça que je vous fais des recommandations. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Mystère. En dehors de ce que je vous ai déjà dit. Bien, ma dernière question, je vais sortir par là. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de voir les enfants de l'ancien président travailler aux côtés du président actuel, c'est-à-dire son excellent Paul, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui rend encore un peu plus cette situation plus douloureuse, c'est-à-dire le papa est décédé, il est enterré hors du pays, il ne peut pas revenir pour être honoré, voir ses enfants travailler aujourd'hui avec le nouveau régime, est-ce que ça ne rend pas cette situation plus douloureuse? Mais vous savez, je vous invite à lire des drames sur la tragédie de la Grèce antique. Et puis sur Rome, des drames comme Néro. Vous savez, l'Empire romain était un empire très puissant. Je crois qu'ils ont eu 16 souverains. Parmi eux, il y avait 12 homosexuels. C'est un empire qui s'est écoulé, s'est effondré à cause de ses propres turpitudes. Et là-dedans, il y a un qui a violé sa mère. Hein. Il y a un autre qui a égorgé sa mère, il l'a éventré, etc. Donc le pouvoir est un monde. Quand nous on était petits, peut-être je ne sais pas pour vous, on avait des parents qui disaient « Je ne veux pas que mon enfant fasse la politique. Je ne veux pas que mes enfants fassent la politique. » Parce que c'est un milieu sale. C'est un milieu où les règles sont perverties. Il n'y a pas de rationalité. La question que vous me posez sur le plan humain, en politique, elle n'a pas de place. La fille d'Amadou Ahidjo, qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfant, elle a dilapidé sa part d'héritage qu'on lui avait donné, et elle a couru voir Paul Biya le plus souvent. Et Paul Biya, ça l'arrange. Les enfants ne se mêlent pas des querelles, parce que ce n'est pas une question politique. Ils savent que leur maman avait tenté de dissuader Ahidjo de ne pas lui laisser le pouvoir. La petite Amina tout dit qu'elle est née à Yaoundé, c'est sa ville. Elle ne voit pas pourquoi elle va rester en exil pour mourir de faim. Alors qu'on lui offre quelque chose ici. C'est ça le pouvoir. On voit, si vous avez étudié ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, pendant la guerre froide, dans le régime communiste, mais les enfants espionnaient leurs parents, les époux s'espionnaient entre eux, etc. La délation, c'est ça la politique, c'est ça le côté pervers de la politique. Ça vous prend tout. Donc il n'y a pas de logique à comprendre là. Quand ils ont voulu fusiller Niatade leur a dit « Tuez mes femmes et laissez-moi ». Donc, c'est ça la nature humaine.
Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ça. Vous avez vu le jour où ils ont condamné Ceausescu à mort. On lui dit tu es condamné à mort avec exécution immédiate. Il regarde la mort. Mais tu regardes l'heure pour aller où? On dit tu es condamné à mort. Voilà. C'est pas quelque chose de pouvoir, c'est quelque chose de sale. D'accord, merci vraiment pour tous ces éclairages et merci encore une fois de plus. On a besoin de plateformes comme celle-ci-là pour édifier davantage les uns et les autres par rapport à ce qui nous entoure et qui passe de manière parfois inaperçue. Merci vraiment, merci. Merci à vous. Ok. Sauf à la demande de monsieur Jean-Pierre Dupont pour une dernière question. On peut prendre 2-3 questions, hein, ça ne va pas me tuer. D'accord. Alors, je vais prendre 2 ou 3 personnes. Alors, il y a MRC 2025 qui ne fait que vous saluer depuis tout à l'heure. On va l'écouter. Je les salue aussi. Ouais. Alors, on va écouter. Bonsoir, Frangin. Bonsoir, Ferro, comment? Non, ça va. Toujours un plaisir de t'écouter. Je suis tombé sur le panel, j'étais en train de tailler mon gazon, je suis tombé. Et là, quand on a dit qu'on devait prendre la question, je n'avais vraiment pas une question spéciale à te poser, mais j'avais une doléance. C'est pour ça que j'ai voulu monter, pour te demander de faire très attention. Je sais que tu es déjà aguerri. Ce que les gens disent, surtout les jeunes d'aujourd'hui, car c'est pas notre génération, on a grandi pratiquement, j'ai le même âge que toi, je suis même ton aîné, je connais ton âge. Donc, quelque part, on a grandi où nous étions sous la chicotte. Quand on rentrait avec une paire de chaussures qui n'était pas la nôtre, on nous fessait. Nous sommes des enfants d'hommes en tenue. Donc, Koutaba, je connais la maison, je connais le camp Yapa Yaoundé, je connais tous ces deux-là avec Issa Bakari, l'ancien délégué. Nous avons travaillé là-dedans, nous avons grandi sous la chicotte. Donc, on a une autre façon de voir les choses. Alors, quand on parle de ramener le corps, quelqu'un demande de ramener le corps d'abord, de mouiller, ainsi de suite, mais ils ne comprennent pas la chronologie des choses. Ramener le corps d'Aïd ne veut pas dire qu'on ne va pas ramener le corps de Moumié ou qu'on ne doit pas faire rendre hommage à tous les nationalistes. Donc, j'aimerais que tu saches que tu as fait des études qui vont amener beaucoup plus la paix que la guerre. Les études amènent beaucoup plus la paix, amènent les gens à comprendre qui ils sont, parce que beaucoup agissent par ignorance. Et voilà pourquoi la haine et la jalousie s'étalent. Donc, quand tu vas sur les platines, il faut te concentrer à ce que tu fais. Notre jeunesse aujourd'hui, ils sont là seulement toujours pour invectiver, pour attaquer, c'est-à-dire ils sont bloqués. On les a formatés et c'est pas une insulte, c'est ce que nous constatons et nous devons travailler là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, je peux parier que toi, tu as cassé des casseroles pour rester avec ta famille, tes enfants, parce qu'il n'y a pas de couple parfait. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Tous sont en train de divorcer. Mais nous, on est là depuis 30 ans. On traverse les hauts et les bas. Mais on reste parce qu'on nous a appris ça de nos parents. Donc voilà ce que je voulais demander. C'était ma doléance, quoi. Donc il faut continuer à travailler sur le panel et tout. Et tu parlais de nom tout à l'heure. Moi, quand j'ai pris le nom de mais c'était parce que quelque part, il fallait faire un choix. Parce qu'à un moment, j'étais toujours sur le panel avec mon nom. Alors, donc, quand tu parlais, moi, je suis d'origine bamileke, mais j'ai un nom bamoun, je m'appelle Jimolu. donc, tu comprends, quand tu parlais du chef Bamoun, de Baranté tout à l'heure, tu vois le même nom que lui. Donc, voilà. Donc, s'il faut parler d'anthropologie et tout, les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, si je décède, on va faire à Foumat. Oui, parce que ton histoire est là-bas. Oui, mon grand-père était enterré là-bas, mon père était enterré là-bas. Mais il n'était pas décédé, il n'était pas originaire de là. Voilà. C'est ça l'histoire de l'humanité. C'est ce que j'explique à nos frères que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des migrations. J'ai un fils qui est né en Suède. Sa mère n'est pas camerounaise. S'il va aller dans mon village pour chasser les Bamileke, il va aller faire quoi là-bas? Tu vois? Par exemple. Voilà, c'est ce que j'explique aujourd'hui. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de mutation migratoire. Voilà. Et puis, il n'y a pas, on va vous enseigner ça en sociologie, il n'y a pas de notion d'autonomie définitive. On n'est pas autochtone de façon définitive. On vient, on trouve les gens. Je parlais à un ami Douala tout à l'heure.
Je lui ai dit, mais votre présence à Douala, c'est 1536. Mais avant ça, vous n'y étiez pas. Voilà, il y a des peuples que vous avez trouvés, mais eux aussi sont venus de quelque part. On peut remonter comme ça, etc. Sur 10 siècles. Si on remonte ainsi sur 10 siècles, on trouvera que personne n'est là où il était au départ. Donc, ça c'est... Vous prenez les Tika, ils viennent du Yémen, en passant par la Syrie, pour venir se retrouver sur le plateau de la Damawa. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il y a des évolutions, c'est ça l'histoire de l'humanité. Donc on ne sait pas. Tu vois, là, moi, je savais qu'il venait du Soudan. Maintenant, tu me parles de Yémen. Tu vois un peu. Donc ça veut dire que ça... Ils ont transité même par la Syrie, ils vont se retrouver au Soudan, le grand Soudan qui englobait l'Éthiopie, etc. À un moment, ils vont se retrouver sur le plateau le bassin du lac Tchad. Ils vont cohabiter avec les Toupouri et les Bamileke, parce que les Bamileke ont un lien de parenté avec les Toupouri, ils ont souvent le même nom. Il y a un micro qui fait beaucoup de bruit, je ne sais pas si vous justement, sur le micro MRC 2025, MRC 2025, avec M. Dupont, on travaillera sur un programme qui sera consacré à l'eau. Oui, je vais arrêter là, je suis dehors là, je vais arrêter et je te dis seulement merci beaucoup et vraiment, je tombe sur ce plateau pour la première fois et je crois que ça c'est des plateaux encouragés. Parce que les gens parlent de panafricanisme, ici, voici des plateaux encouragés, l'histoire de l'Afrique, qu'est-ce que nous devons faire, comment nous allons évoluer. C'est très important. C'est un plaisir de t'écouter chaque fois. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais changer mon... On va continuer avec... Il y a 3 personnes sur le panel. Les 3 auront droit à une question. Alors, on va commencer par M. Duréal. Bonsoir et bienvenue. Votre question. Bonsoir. Bon, comme je n'ai qu'à intervenir une fois, j'avais 2 questions, mais je vais donc m'arrêter sur la principale. On accepte vos 2 questions, allez-y. Ok, laisse-moi commencer sur la principale. Est-ce que vous pouvez m'aider, si possible, parce que j'étais ravi de vous voir sur une panel. Est-ce que vous pouvez premièrement m'aider à pouvoir retrouver, parce que écoutez, avant que j'arrive à la question, je sais que le problème du Cameroun avec les élections, c'est pas que le RDPC gagne, c'est parce que le RDPC se donne les résultats des gagnants. Et je me dis personnellement, le grand combat que l'opposition devrait faire, c'est pas tellement comment le chasser, mais comment lui prouver sur A plus B qu'ils ont perdu les élections. Et j'ai les possibilités de mettre sur place les moyens possibles. J'ai déjà fait les recherches de base avec une plateforme. J'ai déjà enregistré tout ce qu'il fallait faire pour ça. Mais ce que je n'ai pas pu retrouver en ligne, parce que c'est le plus important pour le projet. Bon, le projet, c'est quoi? Il fallait que je suis en train de vouloir monter un site qui va pouvoir permettre de donner les résultats accessibles à tout le monde, à peu près comme les résultats des élections aux États-Unis. Ça veut dire à chaque fois qu'un centre électoral a fini les élections et que les procès-verbaux ont été signés, qu'on puisse avoir quelqu'un sur place qui prend la photo des signatures avec les élections, il poste dans le site et le site, il y aura les gens, ce jour-là, on aura les gens présents qui vont développer et renvoyer tout ça automatiquement. Le sud, on a peut-être les possibilités de le faire, mais mon seul problème maintenant, c'est que je ne trouve nulle part sur Internet la liste des circonscriptions électorales du Cameroun. Il n'y a pas. Et puis, on ne veut pas travailler sur un truc. Après, on va dire, oh, vous avez pris ça où? Je ne veux pas aller demander ici. Celui-ci me dit, à Bonabéry, il y a 1. À Douala, il y a 2. Il y a ceci. Donc, si c'est possible, si je pouvais avoir une liste de sources sûres des circonscriptions électorales du Cameroun, je peux vous rassurer que je peux développer un site comme les élections des États-Unis en moins de 3 mois. C'est ça Vous avez lancé un appel et puis tous les participants vous écoutent. Donc je suis sûr que quelqu'un répondra. Oui, c'est pour ça que quand je suis resté, bon, et par rapport à mon histoire, bon, je suis un peu plus jeune que vous, mais nous étions les premiers à faire la lutte dans les années 90.
dont les premiers, même les choix-scopes que vous comprenez à l'université, là, c'est nos délégations. Et en 2018, j'ai pleuré. J'avais cette idée que je voulais mettre en place, mais je n'ai pas trouvé les mêmes informations que je cherche jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas pu. Il y a aussi un autre Camerounais ici sur place qui était aussi un peu influent à l'époque. C'est quoi votre question? La question, c'est que est-ce que vous croyez que c'est possible aujourd'hui que les élections au Cameroun soient faites et simples, s'il n'y a pas autre moyen possible que de pouvoir déterminer les votes? Laurent Piana, tu as une réponse pour lui? À vrai dire, je préfère ce soir ne pas me prononcer sur ce genre de questions, étant donné qu'on avait une démarche qui est très concentrée ou consacrée à l'histoire et non sur les élections au Cameroun ou sur ce genre de questions qu'il a posées. Mais cependant, on verra dans la semaine ou alors en fin de semaine un autre programme qui visera justement auquel vous aurez l'occasion de poser. Moi j'estime qu'il est en train de développer une stratégie, c'est pas mauvais, mais en parler ici, c'est donner des armes à l'adversaire. C'est pour ça que je n'ai même pas parlé de la stratégie, je ne veux même pas parler de ce que je veux faire. Je fais juste un appel à la ressource d'information que je n'arrive pas à trouver nulle part. J'espère que les autres participants vont nous écouter et moi je vais relayer votre requête sur ma page Facebook. Exactement. S'il vous plaît, et puis je vais vous faire un DM, si vous me le permettez, je vais vous faire un DM personnel, monsieur Jean-Pierre, pour vous envoyer mes informations là, peut-être si vous... D'accord, vous allez sur ma page Facebook Jean-Pierre Dupont, vous m'écrivez, je répondrai, je réponds toujours. Ok, d'accord, je le ferai parce que là... Moi, ok, bon, je ne voulais même pas en discuter ici. Je voulais juste lancer mon appel. Donc, si je peux avoir ces informations, et avec vous en inbox, je pourrais tout vous donner en détail parce que je suis convaincu que mes détails seront sécurisés avec vous. D'accord, j'aviserai. On fait comme ça. Merci. On va passer au suivant. Monsieur Christian, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Laurent Piana. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre Dupont. C'est toujours un plaisir de vous écouter. En effet, j'ai quelques questions. La première question, ça serait de savoir par rapport... Est-ce que vous pouvez... Sauf si monsieur Dupont donne la permission, mais vous avez droit qu'à une seule question. Sauf si dans l'occasion de... Non, il est là, il peut poser 2 questions, il n'y a pas de problème. Ouais, en effet, je voulais savoir, concernant la ligne, on a beaucoup entendu parler de la ligne 94, la ligne 95 et tout, avec la mort du célèbre journaliste. Je voulais savoir exactement d'où provient toute la fortune de Amougou Belinga et puis en quoi est-ce que la ligne 94 est liée à cela et puis voilà pour la première question et la deuxième question. En attendant, je vais penser à la deuxième question pendant que vous répondiez à la première. Merci bien. Mais Jean-Pierre Amougou Belinga en 1985 est admis au concours de gendarmerie. Il estime que il est issu d'une famille pauvre et que même avec un salaire de gendarme, il ne pourra pas aider les siens. Donc il décide d'aller en aventure en Guinée équatoriale et c'est Gilbert Banglois qui va lui mettre le pied à l'étrier du journalisme, etc. Et puis très vite, il va commencer à faire du zèle pour le régime. Et voilà, il va prendre de l'ampleur lors des villes mortes. Parce qu'il a constaté que la plupart des journaux appartenaient à des dignités baniékées. Alors donc lui aussi, il crée un journal, une feuille de chou, pour soutenir le président. Mais avec une démarche tribale. On va lui donner beaucoup d'argent dans un premier temps. Ensuite, il va être une lessiveuse, blanchiment d'argent, etc. Et il va s'engager dans des activités pas commodes. On organise des parcours, des etc. Donc son argent vient de là.
Alors, les lignes 94, c'est de l'argent géré à la discrétion du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et Jean-Pierre Mogo-Belinga fait du blanchiment d'argent, tout ça. Et c'est de l'argent qu'on a détourné de leur usage initial pour autre chose. C'est-à-dire que lui, c'est la caisse, mais l'argent transite par lui pour aller ailleurs. Ce sont des gens qui constituent des trésors de guerre, parce que vous avez constaté qu'il y a des réseaux qui s'affrontent dans la perspective de l'après-BIA. Donc chacun se positionne. On a l'habitude de dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc ça répond à cette préoccupation. Mais c'est Alamine qui lance la lettre, et c'est ça qui va aboutir à des enquêtes que vous avez vues. Donc j'espère avoir répondu. Oui, merci beaucoup. Et aussi, j'aimerais savoir un peu, que pensez-vous du fédéralisme communautaire de Cabral Libou? Je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à cela, parce que j'ai lu, mais je n'arrive toujours pas à cerner c'est quoi exactement. J'aimerais que vous m'éclairiez un peu plus là-dessus. Comment vous appelez ça? Le fédéralisme communautaire au Cameroun, c'est une connerie. C'est l'institutionnalisation de la tribalisation. Ça se fait ailleurs. Ça se fait en Belgique, ça se fait même en Hollande. Mais ce sont des pays bâtis sur les communautés. Le cas du Cameroun, il n'y a pas au Cameroun une communauté, il n'y a pas au Cameroun un département où on trouve une seule communauté. Vous venez chez moi dans la Damawa, vous avez des Peuls, vous avez des Tika, vous avez des Kakayamba, vous avez des Mambila, vous avez des Bamileke qui sont là depuis 1830. Alors, si vous venez faire ça, les Bamileke qui vivent là depuis 1830, ils vont aller où? Parce qu'ils sont de là-bas. Vous venez dans mon village, il y a des Bamileke qui siègent au conseil de la chefferie, parce qu'ils sont là depuis 1830. Ils font partie de la communauté. Donc, il y a déjà un fédéralisme au Cameroun. Quelqu'un me dit que Nyon et Kelly Bassa. Mais non, vous avez les Béné, vous avez les Badjob et tout ça, ce ne sont pas des Bassa, chef parish. Donc, vous avez déjà une forme de fédéralisme au Cameroun qui est contenue dans la Constitution de 1996 qui s'appelle la décentralisation. Au Royaume-Uni, en anglais, on dit devolution. Vous arrivez ici, il y a un parlement pour les Écossais, il y a un parlement au Pays de Galles, il y a un parlement en Irlande du Nord et il y a un parlement central à Westminster. On peut faire la même chose au Cameroun, voilà, mais on n'a pas besoin de... Vous allez... il y a des populations, je ne sais pas à quoi il fait référence, mais dans le cas du Cameroun, c'est une connerie. C'est une connerie parce que si vous commencez à faire le fédéralisme communautaire, mais c'est un terreau fertile pour des émancipations à caractère sécessionniste. Donc pour le cas du Cameroun, ce n'est pas encourageable. Ça se fait ailleurs, mais le contexte historique est différent. Ce n'est pas la même chose. Merci, M. Jean-Pierre Dupont. Je vous en prie. Ok, on va passer à la dernière personne, M. Téné. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Laurent et bonsoir Monsieur Jean-Pierre. Je ne me permets pas d'être long parce que je suis dans un endroit bruyant et je suis en train de voyager. Je vais garder ma deuxième question pour le week-end prochain, pour dimanche prochain. Mais la seule question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer, puisque vous êtes très calé en culture, et vous pouvez nous expliquer vraiment la symbolique de la dot dans la région de l'Ouest? Très bien. La symbolique de la dot, c'est une garantie. C'est d'abord pour ne pas perdre le temps à la jeune fille, mais c'est pour montrer le sérieux du prétendant auprès des parents. Mais c'est aussi une démarche, parce qu'autrefois, dans les temps anciens, on ne donnait pas de dot, on était soumis à des épreuves. Par exemple, on mettait du feu sur 1 kilomètre, et si vous aimez vraiment la dessiner, vous marchez dessus. On mettait des fourmis maillantes. Ça, c'est des temps très très anciens. Mais ça s'est amélioré. Ça a pris d'autres formes. Vous avez la dot, vous avez aussi le fait qu'il faut construire la maison du beau-père.
Et c'est là où intervient notre notion de la tontine. Vous êtes dans un village, vous fiancez une fille, vous donnez la dot, en plus de la dot, vous avez construit la maison de son papa. Donc vous avez des amis, vous convoquez 300 de vos amis, le même jour, vous construisez la maison du papa. Et la prochaine fois, si lui aussi veut se marier, vous faites la même chose. Et ça, vous voyez, nous sommes dans la dot, mais ça prend une tournure de tontine. Dans tout ça, on ne parle pas d'argent. Donc la dot, c'est la valorisation de la Dulcinée, c'est le fait que vous n'allez pas lui perdre le temps et disparaître dans la nature. Parce que si vous ne donnez pas la dot, quelqu'un d'autre vient. Voilà. Donc c'est une sorte de caution que vous déposez pour montrer votre sérieux, pour valoriser la future mariée et lui donner aussi de la valeur auprès de ses parents, etc. Donc voilà globalement en quoi ça rime. Bon, merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Et à vous aussi, monsieur Téné, et bonne soirée. Alors, monsieur Dupont, il reste que moi et monsieur Dupont, et je vais permettre à monsieur Dupont non, c'est pas ça. Je vais permettre à monsieur Dupont de nous laisser un petit mot avant de se séparer de nous, s'il en a convenance. Et voilà, à travers tout ce qui s'est dit aujourd'hui et les questions qui ont été posées, le message de fin ou le message de fermeture que M. Dupont peut laisser à notre endroit. Très bien. Mais il y a des gens qui te demandent d'enregistrer le direct, le truc, j'espère que tu le fais. Bien sûr. En dehors de ça, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je lance un message d'espoir. Un message d'espoir pour dire que n'ayez pas peur. Il n'y aura rien. Le temps des billets va arriver et il va partir. Et on ne va pas brûler notre pays pour un homme qui de toute façon va partir. Et de l'autre côté, il y aura des élections. Restez mobilisés. Mais je demande aux jeunes, lisez. Faites l'effort de lire. Cultivez-vous. Renseignez-vous. Parce que la clé du savoir, c'est la clé de la liberté. Quand vous êtes au courant de choses, personne ne peut aliéner vos droits. Renseignez-vous. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si vous qui m'écoutez êtes au Cameroun. Le Cameroun est un très beau pays. Il n'a pas toujours été comme ça. Un Cameroun meilleur est possible. Soyez tolérants vis-à-vis des vôtres. Défendez vos idées. Ne cédez pas à la facilité de l'insulte. Parce que, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, l'insulte, c'est la force du faible. Quand quelqu'un commence à insulter, c'est qu'il est à bout d'arguments. Donc, renseignez-vous, cultivez-vous et gardez l'espoir, l'espérance pour un Cameroun meilleur. Merci et à la semaine prochaine. Merci à vous, monsieur Jean-Pierre Dupont. C'est moi qui en suis honoré chaque fois de vous recevoir sur mon panel et du savoir que vous transférez à la nouvelle jeunesse. C'est nous qui vous remercions. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et on reste en contact. C'était l'Europiana pour vous. C'est avec un immense plaisir que je consacre mon énergie. C'est avec un immense honneur que je présente chaque dimanche soir cette émission dans le but de donner la vraie information, d'apporter des éclaircissements sur des zones d'ombre et de permettre à tout un chacun ici qui ont des difficultés de positionnement et qui ont des questions à poser sur certains sujets, de les poser et d'en être plus renseignés. De rien, c'est moi qui vous remercie tous et j'espère que dans l'optique d'apporter un changement de mentalité au Cameroun, parce que le plus grand changement, et si on veut que le changement arrive au Cameroun, il va falloir commencer par transformer les mentalités, il va falloir commencer par marcher main dans la main, il va falloir commencer par se pardonner, à nous séparer des couteaux que nous avons derrière nos dos contre nos propres frères. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous travaillons et nous espérons qu'en 2025, unanimement, nous allons chasser
l'homme qui a fait tant de mal aux Camerounais. Nous allons remettre à notre Cameroun sa grandeur, sa prospérité. Nous allons montrer à ce monsieur que ses enfants, que nous allons montrer au régime Biya que le Cameroun a des enfants valables, valeureux et travailleurs, et d'ailleurs très intelligents. Je vous remercie tous. C'était l'Europiana. Soldat têtu, passez une très bonne soirée et on reste en contact certainement dans la semaine.